Imaginez, vous l'avez enfin trouvé. Le calme après une longue journée épuisante. Le poids lourd du travail et la pression incessante de la vie s'estompent simplement quand cette personne vous regarde. Vous êtes assis face à quelqu'un qui écoute, tout simplement. Il n'y a pas de jugement, pas d'arrière-pensée, pas de manipulation émotionnelle. Juste une présence sûre et constante, vous offrant la paix exacte que vous avez cherchée toute votre vie. Vous devriez être complètement heureux. Vous devriez avoir le sentiment d'être enfin rentré chez vous. Mais au fond, dans les recoins les plus silencieux de votre esprit, vous vous sentez suffoqué. Au lieu de vous blottir dans leur chaleur, vos mains veulent instinctivement les repousser. Une anxiété étrange et pesante monte dans votre poitrine. Votre esprit commence à chercher les défauts, désespéré de provoquer une dispute, cherchant n'importe quelle excuse pour simplement faire demi-tour et fuir. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi est-ce que lorsque nous sommes enfin face à une gentillesse pure et inconditionnelle, les sonnettes d'alarme les plus fortes commencent à retentir dans nos têtes? Pourquoi un amour paisible semble-t-il parfois tellement plus terrifiant qu'une tempête violente? Quand cette envie de fuir vous prend, la société s'empresse d'offrir des excuses simples, presque réconfortantes. Vous pourriez dire à vos amis, ou même vous convaincre, que l'étincelle s'est juste éteinte. Vous dites des choses comme « nous ne sommes juste pas compatibles » ou peut-être qu'ils sont un peu trop ennuyeux pour moi. Il est si facile de vous étiqueter comme quelqu'un qui se désamoure rapidement, ou pire, de laisser les autres vous étiqueter comme froid, sans cœur, ou émotionnellement indisponible. Mais faisons une pause un instant et regardons sous la surface. Repousser une personne sincèrement bonne est rarement parce qu'elle est ennuyeuse, et ce n'est presque jamais parce que vous êtes une mauvaise personne. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un mécanisme de défense profond et inconscient. Pensez à votre esprit comme à un ancien système de sécurité. Pendant des années, il a pu être programmé pour associer l'amour au danger, à l'incohérence ou à la douleur. Alors, quand la vraie sécurité arrive enfin, ce système obsolète ne sait pas comment la gérer. Il interprète mal le calme. Il perçoit l'absence de chaos comme le calme avant une tempête dévastatrice. La gentillesse que vous recevez semble si inhabituelle que votre cerveau la classe comme un piège caché. Vous ne rejetez pas l'amour. Vous êtes juste un survivant dont l'alarme interne se déclenche mal, confondant une brise légère avec un ouragan. Pour comprendre pourquoi cela arrive, nous devons rembobiner la bande. Nous devons revenir sur les environnements qui ont façonné vos toutes premières définitions de l'amour. Pour beaucoup d'entre nous, le schéma d'une relation a été tracé dans une maison d'enfance imprévisible, ou peut-être dans une romance passée qui a laissé des cicatrices profondes et invisibles. Imaginez grandir dans un environnement où l'affection n'était jamais gratuite. Peut-être l'amour était-il une transaction, quelque chose que vous deviez gagner en étant parfaitement obéissant ou infiniment utile. Peut-être était-il mélangé à des critiques sévères, des accès de colère soudains ou un retrait émotionnel froid. Durant ces années formatrices, votre jeune esprit a dessiné une carte de l'amour déformée. Vous avez appris très tôt que l'amour est conditionnel. L'amour est volatile. L'amour est un jeu de survie où vous devez toujours être sur vos gardes car le sol pourrait s'effondrer sous vos pieds à tout moment. Quand vous passez des années à vivre dans ce genre de zone de guerre émotionnelle, le chaos cesse d'être effrayant. Il devient votre point de référence. Il devient la nouvelle norme. Et il y a un confort étrange et tordu dans le familier, même si ça fait mal. Vous apprenez à naviguer dans la tempête. Vous savez exactement quoi faire quand quelqu'un crie, quand il se tait ou quand il menace de partir. Vous avez complètement maîtrisé l'art de marcher sur des œufs. Alors, que se passe-t-il quand la tempête passe enfin et que vous entrez dans un environnement calme et sûr? Que se passe-t-il quand vous rencontrez quelqu'un qui ne vous demande pas de saigner juste pour mériter sa présence?
Vous paniquez. L'absence de chaos laisse un vide terrifiant. Votre esprit ne peut pas comprendre une réalité où vous n'avez pas à vous battre pour votre valeur. La paix semble être un piège, car, dans votre histoire personnelle, les moments calmes n'étaient que le prélude au prochain désastre. Pour vous protéger d'une douleur dont vous êtes absolument certain qu'elle arrive, vous vous retirez dans une carapace lourde et impénétrable, repoussant le bien avant qu'il n'ait la chance de vous détruire. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque ces tactiques de survie de l'enfance se transposent dans votre vie d'adulte. Dans le domaine de la psychologie, ce schéma est souvent désigné sous le nom d'attachement évitant. Si vous vous reconnaissez dans ce style d'attachement, vous pourriez croire fondamentalement que dépendre de quelqu'un d'autre est un jeu dangereux. Quand une personne vraiment bonne et aimante essaie de combler le fossé et d'entrer dans votre monde, votre instinct immédiat n'est pas d'ouvrir la porte, mais de renforcer les verrous. Vous ressentez une peur profonde, presque paralysante, de perdre votre indépendance. Pour un esprit évitant, l'intimité est incroyablement proche de l'étouffement. Elle est perçue comme une menace directe à votre autonomie. Vous craignez que si vous laissez quelqu'un entrer trop profondément, il consume votre identité, ou pire, qu'il découvre enfin tous vos défauts cachés et décide de partir. Alors, vous établissez des frontières émotionnelles rigides, gardant même les partenaires les plus gentils à une distance sûre et fortement gardée, où ils ne pourront jamais vraiment atteindre votre essence. Mais cette réaction n'est pas seulement un état d'esprit psychologique, c'est une réponse profondément physique, enracinée dans la biochimie même de votre cerveau et de votre système nerveux. Pensez à ce que ressent réellement une relation instable ou toxique. Les hauts et les bas constants et imprévisibles, les disputes dramatiques, les silences radio, suivis des réconciliations désespérées. Ces montagnes russes émotionnelles sans fin forcent votre corps à pomper constamment des niveaux élevés de cortisol, qui est l'hormone de stress principale. Cela maintient tout votre système enfermé dans un état perpétuel de lutte ou de fuite. Pendant des mois ou des années, votre cerveau s'habitue et même devient dépendant de ce cocktail chimique chaotique. Vous commencez inconsciemment à associer cette poussée intense et agonisante d'anxiété au sentiment d'être amoureux. Alors, l'univers vous donne quelqu'un de sûr, une personne qui offre une pure stabilité, une cohérence calme et une paix véritable. Soudain, le drame s'arrête. Les niveaux de cortisol chutent à un niveau normal et sain. Et votre cerveau, privé de son carburant chaotique habituel, est complètement désorienté. Parce que votre système nerveux n'a jamais appris ce que ressent un amour sain et sécurisé, il interprète mal cet état calme et équilibré. Il vous dit qu'il n'y a pas de chimie. Il vous dit que l'étincelle manque. Il vous convainc que vous devez vous désamourer, simplement parce que vous n'êtes plus terrifié à l'idée de les perdre. Votre corps confond littéralement la sécurité émotionnelle avec l'ennui. Cette fausse alarme biologique mène directement à la phase la plus déchirante de ce cycle, l'auto-sabotage. Parce que votre cerveau crie constamment que quelque chose ne va pas dans cette image paisible, l'anticipation d'une trahison soudaine et inévitable devient trop lourde à supporter. Alors, vous décidez de prendre les rênes. Vous désirez désespérément contrôler l'issue, même si cette issue est la douleur. Au lieu de vivre dans l'attente angoissante et haletante qu'il vous fasse du mal, vous décidez de frapper le premier. Vous commencez à chercher des disputes pour des choses absolument insignifiantes. Vous vous éloignez et devenez froid quand ils cherchent une connexion. Vous magnifiez leurs moindres défauts humains jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des péchés impardonnables. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour démanteler la relation de vos propres mains. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que si c'est vous qui orchestrez le désastre, au moins, vous n'en êtes pas la victime. Vous choisissez de briser leur cœur, et ce faisant, vous brisez le vôtre, tout cela pour vous assurer de partir avant qu'ils n'aient la chance de vous abandonner. Cela nous amène au paradoxe le plus angoissant du cœur humain.
Au fond de vous, sous les couches de mécanismes de défense et d'une épaisse armure émotionnelle, vous mourrez d'envie d'être vraiment vu. Vous désirez désespérément un amour doux. Vous voulez un partenaire qui vous tiendra dans vos moments les plus sombres sans broncher, quelqu'un qui reste quand tous les autres sont partis. Pourtant, au moment même où quelqu'un se présente avec la pure intention de vous aimer exactement tel que vous êtes, vous commencez à construire une forteresse. Vous construisez des murs de pierre, si incroyablement hauts, et creusez un fossé si incroyablement large que personne, aussi patient ou gentil soit-il, ne pourrait jamais espérer le traverser. Vous vous enfermez dans une tour sombre, jetez la clé, et puis criez dans l'obscurité parce que personne ne vient vous sauver. Et puis vient le calme dévastateur qui suit la tempête que vous avez créée. Vous avez réussi. Vous avez repoussé la personne qui vous a traité mieux que quiconque ne l'a jamais fait. Ils ont finalement cessé d'essayer. Ils ont emporté leur amour et sont partis, tout comme vous craigniez secrètement qu'ils ne le fassent. Mais au lieu du soulagement que votre cerveau vous avait promis, tout ce qui reste est un vide accablant et creux. Dans les heures solitaires de la nuit, le lourd fardeau du regret commence à s'installer. Et la partie la plus tragique de tout ce cycle est la façon dont votre esprit transforme cette perte en une arme contre vous-même. Vous regardez les décombres d'une belle relation et vous vous murmurez « Vois, je savais que ça ne marcherait jamais. Je savais que j'étais trop brisé. » Vous prenez le chagrin que vous avez orchestré et l'utilisez comme preuve absolue pour renforcer le mensonge le plus douloureux de tous. Le mensonge que vous êtes fondamentalement, et de façon permanente, inaimable. Si vous vous reconnaissez en cela, réalisant que vous êtes celui qui repousse constamment l'amour pour vous protéger, vous pourriez vous interroger sur l'autre côté du spectre. Qu'en est-il des personnes qui font exactement le contraire? Qu'en est-il de ceux qui s'accrochent si fortement à une relation qu'elle en devient étouffante, s'accrochant désespérément à leur partenaire même lorsque la connexion est clairement en train de se désagréger? Dans le monde de la psychologie, tandis que l'instinct de fuite est lié à l'attachement évitant, ce besoin désespéré de s'accrocher est connu sous le nom d'attachement anxieux. En surface, ces deux réactions semblent être des opposés complets. Une personne construit une forteresse impénétrable et s'enfuit à toutes jambes dès que les choses deviennent intimes. L'autre personne poursuit sans relâche, cherchant constamment de l'assurance et refuse absolument de lâcher prise. Mais voici la vérité la plus surprenante et la plus déchirante. Si vous dépouillez les comportements externes sous la fuite et sous l'accrochage, vous trouverez exactement la même blessure. Le fuyard et le poursuivant sont tous deux fondamentalement terrifiés par la même issue. Ils sont tous deux paralysés par une peur profonde et agonisante de l'abandon. La personne anxieuse s'accroche parce qu'elle est terrifiée à l'idée que vous la quittiez. La personne évitante part en premier parce qu'elle est terrifiée à l'idée que vous la quittiez. Ce sont deux stratégies de survie entièrement différentes, mais à la base, les deux personnes combattent exactement le même fantôme. Alors, si vous êtes celui qui fuit constamment, s'il vous plaît, écoutez ceci. Repousser les gens ne fait pas de vous un méchant. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé au-delà de toute réparation, et cela ne signifie certainement pas que vous êtes incapable d'aimer. Cela signifie simplement que, pendant très longtemps, vous avez dû survivre à un champ de bataille douloureux entièrement seul. Votre armure est lourde parce que, à un moment de votre vie, elle devait l'être. Mais voici la plus belle vérité sur l'esprit humain. Le même système nerveux qui a appris à attendre le chaos peut être doucement, patiemment rééduqué à accepter la paix. Vous pouvez recabler votre cerveau pour comprendre que le calme n'équivaut pas au danger. Vous pouvez apprendre que vous n'avez pas à vous battre constamment pour votre droit d'être aimé et qu'il est sûr de finalement déposer votre bouclier. Cela prend du temps et cela demande un courage immense, mais la guérison est absolument possible.
Vous êtes-vous déjà retrouvé à repousser une bonne personne parce que vous vous sentiez submergé? Ou peut-être êtes-vous celui qui a été repoussé? Nous serions ravis de lire votre histoire. Veuillez partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans cela.